Merci à Cheikh Tidiane Diao pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir ce soir l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Monsieur Ben Bourgel. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la situation ce soir en Israël après les attaques du Hamas? Nous avons vécu depuis ce samedi 7 octobre, sans doute les journées les plus sombres, les plus dures de notre histoire, depuis l'Holocauste. Depuis la Shoah? Depuis la Shoah. Et vous pesez bien vos mots, la Shoah, mes mots sont avec choisis. tout ce que ça représente pour le peuple juif? Le 7 octobre au matin, la population d'Israël s'est réveillée au son des sirènes, 2200 roquettes tirées de Gaza vers Israël. Au même moment, ce sont plus de 1500 terroristes palestiniens qui se sont infiltrés en territoire israélien, qui sont passés dans les localités frontalières et qui, de manière systématique, ont tué, massacré toute personne qu'ils rencontraient. Après 4 jours, nous commençons à peine à réaliser l'ampleur des dégâts, à réaliser le caractère génocidaire des criminels du Hamas qui n'ont pas hésité et qui n'ont rechigné devant aucun moyen. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux, à qui personne n'a échappé, commencent à nous donner une indication de ce qui s'est passé. Et les informations qui nous reviennent, ce sont des familles massacrées, des femmes et des enfants brûlés vifs. Aujourd'hui, dans la localité de Kfar Aza, ce sont 40 nourrissons qui ont été retrouvés, tués, certains décapités à côté de leur maman. C'est une situation inédite de par son ampleur, c'est-à-dire c'est la première fois depuis la création d'Israël qu'un si grand nombre de terroristes entrent dans notre territoire, mais inédite surtout de par la cruauté, de par le caractère systématique et génocidaire des actions du Hamas qui, de par ses actes, a prouvé aujourd'hui au monde entier que rien ne le sépare de Daesh. Alors vous me demandez quelle est la situation. La situation est qu'aujourd'hui, Israël est en état de guerre. En guerre contre le Hamas. On a entendu le Premier ministre israélien effectivement le déclarer, oui. Une guerre contre le Hamas, pas contre la population palestinienne. Une guerre contre le Hamas, avec une situation très tendue aussi à notre frontière nord. Le Hezbollah menaçant et répondant, comme on le sait, au même titre que le Hamas. Et justement, pour vous, c'est concerté parce que cette attaque du Hezbollah par le Liban Sud, effectivement, sur le nord d'Israël. Est-ce que pour vous, il y a un lien ou un link qui s'est créé entre le Hamas et le Hezbollah dans ces attaques? Je pense que ni l'Iran, ni le Hezbollah, ni le Hamas ne laissent de place au doute. Le Hamas n'aurait jamais pu réaliser ces actions sans le soutien logistique, militaire et financier de l'Iran. De la même manière, le Hezbollah n'aurait pas pu mettre à la frontière nord d'Israël plus de 130 000 roquettes visées sur chaque point du territoire israélien par ses propres moyens. Il s'agit d'entités qui travaillent au nom et pour le compte du régime iranien. Alors le dernier bilan, si vous l'avez? Le dernier bilan, et ce bilan a vocation à s'alourdir malheureusement, fait état de plus de 1000 morts, plus de 4500 roquettes tirées, 2600 blessés, et plus de 150 otages entre les mains du Hamas et d'autres organisations terroristes, femmes, enfants. Et peut-être un point à préciser important, le Hamas a vocation à détruire Israël et à massacrer les Juifs, c'est dans sa charte, mais les victimes que l'on dénombre et que l'on déplore aujourd'hui de notre région sont israéliens, mais c'est aussi des ressortissants étrangers. Ils sont juifs, ils sont musulmans, ils sont chrétiens. Le Hamas n'a fait aucune distinction. Et ça, c'est quelque chose qui montre à la face du monde que ces actions sont injustifiables, inqualifiables et qu'elles ne viennent en aucun cas défendre une cause quelconque. Il faut bien évidemment condamner la violence d'où qu'elle vienne, ça c'est vrai, mais également on a tendance à répliquer côté palestinien qu'il y a eu pas mal d'exactions et puis depuis 1947, le début de ce conflit, on ne va pas rappeler pour comparer, mais il y a eu Sabra Shatila également. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps pour que les deux parties mettent balle à terre et cherchent une solution négociée? Alors, si vous m'autorisez, vous parliez de 1947, je vais revenir tout de suite à 2005. En 2005, Israël est sorti... Sabra et Shatila, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est 80 ou 82? Alors, en 1982, les milices chrétiennes libanaises sont rentrées dans Sabra et Shatila et ont massacré
effectivement dans les camps palestiniens. C'était les milices chrétiennes libanaises qui avaient effectué ce massacre en 1982. Je ne veux pas polémiquer, mais pour l'histoire, il y avait un ancien Premier ministre, maintenant décédé, qui était colonel à l'époque, si je ne m'abuse, qui était aussi à la tête de troupes qui étaient à Shatila. Alors, j'imagine que vous faites référence au général Sharon de l'époque, qui en 2005 était le Premier ministre, qui était en 2005 Premier ministre et qui a pris la décision en 2005 de sortir de la bande de Gaza de manière unilatérale pour donner une chance à cette paix en 2005. Les troupes israéliennes sont sorties de Gaza, les communautés israéliennes qui étaient installées dans la bande de Gaza ont été évacuées et depuis 2005, qu'avons-nous reçu de Gaza? Qu'ont reçu les Palestiniens de Gaza? Le Hamas est monté au pouvoir en 2006, il n'a jamais lâché ce pouvoir, il maintient les Palestiniens comme boucliers humains, comme otages, bafoue leurs droits au quotidien et se sert d'eux à tout moment pour mener ses attaques contre Israël. Alors, on va un peu aborder la question de la sécurité et la grande question, comment cela a pu arriver avec la réputation des services de renseignement très efficaces d'Israël, le Mossad notamment, Sahel également, avec la force qu'on connaît de ça. Comment cela a pu se faire? Nous avons été surpris. L'heure des bilans viendra. Aujourd'hui, Israël est uni pour organiser ses forces, pour protéger ses populations. Maintenant, si vous m'autorisez 2 observations à cet égard. Oui, allez-y. La première observation, c'est que quand vous protégez votre pays, quand vous utilisez un système de protection, alors oui, ce sont des hommes, ce sont des machines, personne n'est infaillible. Vous pouvez sauver 1000 fois des vies, la fois où une action passera, nous en paierons le prix fort. Mais de la même manière, quand vous passez tout votre temps et toute votre énergie à chercher à tuer, il suffit que vous ne réussissiez qu'une fois. Et si cela nous est arrivé à nous, cela peut arriver à tous. Tout pays, toute population qui est confrontée à une brutalité meurtrière, à un terrorisme djihadiste digne de Daesh, doit pouvoir comprendre que cela peut lui arriver et doit pouvoir être capable de faire une distinction très claire entre ce qui constitue des aspirations légitimes et ce qui constitue des crimes ignobles. Il doit pouvoir s'en protéger. À l'heure du bilan, est-ce qu'on peut parler de revers pour le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou? Comme je dis, si on sait qu'il y avait cette protection de dôme de fer, comme vous l'appelez, mais face à 5000 roquettes, est-ce que ce dôme de fer pouvait efficacement jouer son rôle? Mais il y a également, comme je disais, les services de renseignement réputés pour leur efficacité et tout cela. À l'heure du bilan, est-ce que ce n'est pas un revers au plan politique pour Benjamin Netanyahou et surtout ses alliés des partis religieux extrémistes? Alors, le dôme de fer continue à l'heure où nous parlons à sauver des vies en Israël. C'est-à-dire que les roquettes n'ont pas cessé de tomber depuis ce samedi matin. Elles tombent à l'heure où nous parlons. Avant notre entretien, je recevais des annonces d'alerte dans les villes du sud du pays. Et c'est ce même dôme de fer qui sauve des vies, qui sauve des vies en Israël. L'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Aujourd'hui, le mot d'ordre en Israël, c'est l'unité. Nous voyons, après avoir eu un pays qui s'est opposé politiquement très violemment, comme vous le savez et comme nous le savons, sur des questions d'ordre profond ces derniers mois, nous voyons un pays uni comme jamais. Nous voyons un gouvernement d'union nationale avec toutes les franges des partis politiques qui devraient rapidement voir le jour, justement pour faire face à cet ennemi commun. Quand l'heure du bilan viendra, tout sera mis sur la table. Aujourd'hui, nous n'avons d'autre choix que d'unir nos forces pour protéger nos populations. Et justement, vous parlez d'union des forces. Est-ce qu'il est envisageable un gouvernement d'union nationale en Israël, même si on sait que c'est une majorité souvent, c'est un parlement souvent éparpillé, est-ce qu'il est possible de voir un regroupement, un bloc face à la situation? D'après toutes les indications dont nous disposons, les discussions sont en cours et un tel gouvernement devrait pouvoir voir le jour dans les prochaines 24 heures. Dans les prochaines 24 heures? Absolument. Aussi vite que ça? C'est en tout cas ce dont on parle. Alors, comme je disais, sans les conséquences politiques, nous voulons de les aborder. Et comme je disais précédemment, nous avons également vu dans le journal les réactions qui étaient très divisées dans le monde, partagées entre condamnation en faveur d'Israël, mais également soutien au peuple palestinien. Vous qui êtes diplomate de carrière, pour vous, comme je dis, c'est finalement quoi la solution? Je dirais que j'ai peut-être une analyse un peu différente des réactions.
On a vu, nous, ce que nous recevons, c'est un torrent de soutien et de mots de sympathie, chacun suivant sa sensibilité, chacun suivant sa perception de notre conflit, mais peut-être la compréhension que ce dont il s'agit aujourd'hui n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Si le Hamas cherchait à faire avancer les intérêts des populations palestiniennes à Gaza, il aurait pu saisir la balle au bond de toutes les opportunités qui ont été lancées par Israël, bien entendu. Vous pouvez me dire Israël n'est pas nécessairement un agent objectif, mais par la communauté internationale. Au-delà de ça, toute l'aide qui a été apportée à la bande de Gaza et qui a justifié, à beaucoup d'égards d'ailleurs, les limitations et d'entrée de matériaux de construction dans la bande de Gaza, toute cette aide a été utilisée pour construire les capacités offensives du Hamas. Donc la solution, on la connaît tous. La solution, ça devra être une solution négociée entre Israéliens et Palestiniens. Aujourd'hui, le Hamas à Gaza ne défend ni les intérêts des Israéliens ni ceux des Palestiniens. Alors, on va évoquer le cas des otages, parce que la gestion des otages également, c'est un autre problème. Il y en a combien? Le compte est encore à faire et le bilan est encore temporaire. On pense qu'il y en a plus de 100 et peut-être près de 150. Alors, faut-il s'attendre à un même scénario que celui du soldat Gilad Shalit, avec de possibles échanges avec des prisonniers palestiniens, des prisonniers de premier plan, par exemple comme Marwan Barghouti. L'État hébreu peut-il envisager de libérer une personnalité comme Barghouti en échange de ses otages? Ces otages ont été pris dans les conditions que nous évoquions il y a moins d'une semaine. Aujourd'hui, où qu'ils soient, ils sont entre les mains du Hamas ou des groupes terroristes travaillant avec le Hamas, ils sont sous leur responsabilité. Et Israël fera tout ce qu'il faut pour amener à leur libération. Quitte à négocier, comme je dis. Les négociations ne sont pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est au Hamas de veiller sur eux. Ces otages sont sous la responsabilité du Hamas. C'est lourd de sous-entendu ce que vous dites. Les actions qui ont été menées ne pourront pas passer à l'ordre du jour. Les actions du Hamas devront entraîner sa responsabilité. Le Hamas répondra de ses actes. Mais là, comme je dis, on sous-entend une guerre totale. Alors, est-ce que c'est tout le peuple palestinien qui doit être puni pour justement des exactions commises par une frange de ces Palestiniens appartenant au Hamas, comme vous dites? Est-ce que toute la Palestine, tous les Palestiniens doivent être punis, bombardés comme on a vu avec beaucoup de populations civiles, malheureusement, comme ce qui s'est passé en Israël, aussi qui tombent sous les bombes de Tsahal? Et c'est la tragédie, c'est que ces populations civiles servent de bouclier humain au Hamas qui s'en sert de manière systématique et même de par sa tactique de base en installant ces installations militaires sous les écoles, sous les mosquées, au sein des habitations, que ce soit les troupes qui sont disposées en attendant ou que ce soit de la même manière les roquettes ou les armes offensives qui sont placées dans des établissements. Preuve en est, s'il est nécessaire, c'est que le Hamas a annoncé que les otages israéliens ont été placés dans les axes principaux d'entrée dans la bande de Gaza pour servir aussi de bouclier humain. C'est-à-dire, c'est la tactique utilisée par Hamas. Vous évoquiez le dôme de fer. Le dôme de fer a été placé pour protéger nos enfants. Hamas utilise les enfants palestiniens pour protéger ses roquettes. Je pense qu'il faut comprendre qu'Israël n'a jamais vu ni les Palestiniens de Gaza ni ceux de Cisjordanie comme des ennemis, mais comme les populations avec lesquelles nous devrons vivre et avec lesquelles nous devrons trouver des solutions. Tant qu'ils seront pris en otage par des agents du chaos qui ne représentent que des intérêts étrangers à notre région, des intérêts qui trouvent leur origine peut-être à Téhéran, aucune solution ne pourra être trouvée avec le Hamas. Nous devons tous nous en libérer. Alors, pour terminer, juste peut-être évoquer, comme je le disais, le dysfonctionnement noté dans le dispositif avec un mur également à $1 milliard si je ne m'abuse, et pourtant qui n'a pu empêcher ces attaques, les kibboutz qui ont été envahis et tout ce qui s'ensuit. Finalement, au bout de tout cela, je vous ai entendu. L'heure n'est pas à la négociation, mais est-il envisageable quand même que le Hamas de Ismaël Haniyeh, avec l'autorité palestinienne incarnée par Mahmoud Abbas, que vous vous retrouviez autour d'une table pour régler ce problème définitivement, avec un État palestinien libre, avec un État hébreu aussi qui vivrait en paix juste à côté?
Si vous m'autorisez, à propos de notre dispositif. Golda Meir, qui est la ministre des Affaires étrangères d'Israël, puis la première ministre, avait été à maintes reprises interrogée sur l'arme secrète d'Israël. Elle avait répondu, l'arme secrète d'Israël, c'est que nous n'avons pas d'autre pays. Nous n'avons nulle part où aller. Ce qui veut dire que toutes les technologies, toutes les mesures qui seront prises pour nous protéger, viendront uniquement compléter le cœur et la détermination de ce peuple qui ne se laissera pas tuer et qui cherche une chose et une seule, à vivre en paix sur sa terre, en paix avec ses voisins. Vous parlez du Hamas et de l'autorité palestinienne. En Cisjordanie, il est très clair pour l'autorité palestinienne que l'ennemi n'est pas Israël et que c'est le Hamas. Ce n'est pas à nous de choisir les dirigeants des Palestiniens, c'est à eux. Mais à eux aussi de veiller à ce que leurs représentants soient dignes d'eux et représentent leurs intérêts et pas ceux de Téhéran. Merci beaucoup, Excellence. Je vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision.